Ce millionnaire dîne en silence, entouré par luxe et gardes de sécurité. Hors de nulle part, une pauvre fille fait éruption dans le restaurant et le fixe de près. Dans une voix faible, elle demande « Papa, puis-je manger avec vous ?» Et sa réponse a tourné son destin sens dessus-dessous. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le doux éclat des lustres se reflétait sur les verres en cristal chez Liel, le restaurant le plus exclusif de Manhattan, où les tables étaient réservées des mois à l'avance, et un dîner pour un pouvait coûter plus qu'un mois de loyer dans la plupart des appartements de New York. À la table de coin, partiellement cachée par un pilier orné, était assis Jonathan Miller, PDG de Tech Vision, une des entreprises de technologie à la croissance la plus rapide du pays. À 42 ans, Jonathan avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un penthouse surplombant Central Park, une flotte de voitures de luxe et une valeur nette qui le plaçait confortablement parmi l'élite américaine. Pourtant, comme il était assis seul, faisant tourner sa fourchette distraitement dans une assiette de risotto à peine touchée, ses yeux étaient fixés sur son téléphone, faisant défiler des emails d'entreprise sans fin. Les sons ambiants de conversations calmes et le doux tintement de l'argenterie contre la porcelaine fine s'estompaient en bruit blanc, tandis qu'il restait isolé dans son monde numérique, déconnecté de tout autour de lui. Dehors, au-delà de la clôture en fer forgé ornée du restaurant et de la sécurité vigilante, Emma Anderson, 10 ans, pressait son petit visage entre les barreaux. Ses cheveux blonds étaient emmêlés et sales, ses vêtements usés et trop minces pour la fraîcheur d'avril qui s'installait sur New York après le coucher du soleil. Elle avait regardé le restaurant pendant des jours, observant les clients qui entraient et sortaient sans jamais remarquer sa présence. L'estomac d'Emma grognait douloureusement. Cela faisait presque 2 jours qu'elle n'avait rien mangé de substantiel. Après le décès de sa mère, Sarah, il y a 3 mois, elle avait été brièvement accueillie par un homme dont on lui avait dit qu'il était son père biologique. L'arrangement dura moins d'1 semaine avant qu'il ne l'abandonne à une gare routière avec rien d'autre qu'un sac à dos de vêtements et $20. Depuis lors, elle avait survécu de nourriture jetée et de gentillesse occasionnelle d'étrangers qui ne posaient pas trop de questions. L'arôme de nourriture s'échappant de l'échappement de cuisine de Luciel était une torture. Emma le suivit jusqu'à l'arrière du bâtiment où le personnel sortait occasionnellement pour des pauses. Quand un camion de livraison arriva et que la porte de la cuisine s'ouvrit, elle saisit son opportunité et se glissa à l'intérieur, immédiatement submergée par la chaleur et les odeurs enivrantes de nourriture gastronomique. « Hey, vous ne pouvez pas être ici !» cria un sous-chef quand il la repéra tendant la main vers un morceau de pain d'un comptoir. Emma fila entre les stations de préparation, sa petite taille et avantage dans la cuisine bondée. Elle réussit à attraper un petit pain et le fourra dans sa poche avant que la gérante du restaurant, une femme au visage sévère en tailleur, ne la coinçât. « Ce n'est pas un abri, jeune femme, » dit la gérante, serrant le bras d'Emma fermement. « J'appelle la sécurité. » Emma se tordit pour se libérer, la peur et le désespoir la propulsant en avant. Au lieu de retourner vers la sortie, elle traversa les portes battantes dans la salle à manger principale. Momentanément stupéfaits par l'élégance et l'opulence, les convives se tournèrent pour regarder fixement, tandis que l'enfant échevelé restait figé à l'entrée de la zone de repas. La sécurité approchait rapidement. Dans une décision de fraction de seconde alimentée par la panique et l'instinct, Emma courut droit vers la table de Jonathan Miller. Quelque chose à propos de sa présence solitaire, la façon dont il était assis seul malgré tout à voir la plaie. Elle atteignit sa table juste au moment où la sécurité se rapprochait. Jonathan leva les yeux de son téléphone, effrayé par le remue-ménage. Ses yeux, d'un bleu profond qui avait paru froid et distant quelques instants auparavant, s'écarquillèrent de surprise. « Papai !» Emma lâcha le mot portugais pour papa,
s'échappant involontairement. Un mot que sa mère brésilienne lui avait appris à dire au père qu'elle n'avait jamais connu. Sa voix trembla tandis qu'elle passa à l'anglais. « S'il vous plaît, puis-je manger avec vous? » Le restaurant tomba silencieux. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Tous les yeux se tournèrent vers le tableau inattendu de l'enfant échevelé et du PDG puissant. Jonathan fixa Emma, momentanément transporté à sa propre enfance, les années passées à l'orphelinat du comté de Westchester, après que ses parents aient disparu de sa vie, la faim qui n'était jamais tout à fait satisfaite par les repas institutionnels, le désir de connexion que les réalisations et la richesse n'avaient jamais comblé. « Monsieur, dit le garde de sécurité, tendant la main vers Emma, nous la retirerons immédiatement. » Jonathan leva la main, arrêtant le garde. « Ce ne sera pas nécessaire. » Sa voix était calme, mais portait une autorité indéniable. Il étudia le visage d'Emma, ses yeux intelligents, la mâchoire déterminée qui lui rappelait d'une certaine manière lui-même. « Quel est votre nom? » demanda-t-il. « Emma, » répondit-elle, se tenant plus droite malgré ses jambes tremblantes. La gérante s'approcha, son expression un mélange d'excuses et d'irritation. « Monsieur Miller, je suis tellement désolé pour cette perturbation. Nous gérerons cette situation immédiatement. » Le regard de Jonathan ne quitta jamais. Il s'ama. Il n'y a pas de situation à gérer. « Mademoiselle Emma me rejoindra pour le dîner. » Il fit un geste vers la chaise vide en face de lui. « Veuillez apporter un autre menu. » La bouche de la gérante s'ouvrit et se referma sans bruit, prise entre le service client et le protocole. Finalement, elle hocha la tête raidement et fit signe à un serveur proche. Emma glissa hésitamment sur la chaise, ses pieds pendant au-dessus du tapis moelleux. Ses mains, petites et saises avec des ongles ébréchés, reposaient maladroitement sur la nappe blanche immaculée. « Avez-vous faim? » demanda Jonathan, connaissant déjà la réponse. Emma hocha la tête, ses yeux se remplissant de larmes. Elle refusa de laisser tomber. « Je n'ai pas mangé depuis hier matin. » Quelque chose se déplaça à l'intérieur de Jonathan, un instinct protecteur qu'il ne savait pas posséder. Il fit signe au serveur qui avait plané incertainement à proximité. « Apportez la sélection du chef pour mon invité et un chocolat chaud. » Il se retourna vers Emma. « Y a-t-il quelque chose que vous n'aimez pas manger? » « Je ne suis pas difficile, dit-elle avec un sérieux qu'aucun enfant ne devrait posséder. Quand vous avez suffisamment faim, vous mangerez n'importe quoi. » La vérité de ces mots frappa. Jonathan, comme un coup physique, il avait bâti un empire sur l'innovation et l'efficacité impitoyable, avait négocié des accords de milliards de dollars sans cligner des yeux. Mais la simple déclaration de cet enfant l'humilia d'une manière que rien n'avait fait auparavant. Alors que le serveur se dépêchait, loin, des chuchotements reprirent autour d'eux. Les téléphones portables capturaient discrètement des photos du couple inhabituel. Jonathan savait que les images seraient sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Mais pour une fois, il ne se souciait pas de la publicité potentielle. « Où sont vos parents, Emma? » demanda-t-il doucement. Les yeux d'Emma tombèrent sur la table. « Ma mère est partie. L'homme qui était censé être mon père ne voulait pas de moi. » La gorge de Jonathan se serra. « Et où logez-vous maintenant? » Elle haussa les épaules, un geste trop blasé pour son âge. « Différents endroits, partout où je peux trouver, qui est sûr. » Le premier plat arriva, une délicate soupe aux champignons garnie d'huile de truffe. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent à la présentation, mais elle attendit que Jonathan hoche la tête avant de prendre sa cuillère. Elle prit d'une gorgée prudente, puis ferma les yeux, savourant la riche saveur. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée, » murmura-t-elle. Jonathan se retrouva à sourire, un sourire authentique qui lui semblait étranger sur son visage. Quand était la dernière fois qu'il avait vraiment souri? Pas l'expression travaillée qu'il portait pour les photos d'affaires ou les événements de réseau, mais une réaction honnête à la joie. Tandis qu'Emma mangeait, Jonathan la regardait, son propre repas oublié. Avec chaque bouchée qu'elle prenait,
son choc initial se transforma en quelque chose de plus profond, une connexion qu'il ne pouvait expliquer. Cet enfant qui était apparu de nulle part avait d'une certaine manière franchi les murs soigneusement construits autour de sa vie. Quand Emma eut fini son plat principal, un filet mignon parfaitement cuit qu'elle avait dévoré avec des manières surprenantes, Jonathan prit une décision qui allait altérer leurs deux vies pour toujours. « Emma, dit-il doucement, voudrais-tu rentrer à la maison avec moi ce soir? J'ai beaucoup de place, et c'est bien mieux que partout où tu as logé. » Emma l'étudia avec des yeux qui avaient trop vu pour son âge, pesant ses options avec la prudence de quelqu'un qui avait appris à la dure que la gentillesse venait souvent avec des conditions. « Pourquoi feriez-vous cela? » demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez même pas. » Jonathan considéra sa question sérieusement. « Parfois, dit-il finalement, nous rencontrons des gens qui nous rappellent qui nous sommes vraiment sous tout le reste. Je pense que peut-être tu es une de ces personnes pour moi. » Emma hocha la tête lentement, une espérance hésitante clignotant sur son visage. « D'accord, dit-elle simplement. Je viendrai. » Alors que Jonathan signalait l'addition, aucun d'eux n'aurait pu imaginer à quel point leur vie était sur le point de changer complètement, ou que leur rencontre fortuite n'était peut-être pas du tout entièrement due au hasard. La Bentley de Jonathan glissait dans les rues de Manhattan, les lumières de la ville se reflétant sur sa surface polie. À l'intérieur, Emma était assise parfaitement immobile, craignant que tout mouvement soudain ne brise le sort et ne la ramène à la dure réalité des rues. Ses petites mains étaient pliées sur ses genoux, sa posture rigide malgré les sièges en cuir souple qui semblaient envelopper sa minuscule silhouette. « Êtes-vous confortable? » demanda Jonathan, brisant le silence qui s'était installé entre eux depuis la sortie du restaurant. Emma hocha la tête, les yeux grands, tandis qu'elle absorbait l'intérieur luxueux de la voiture. « Je n'ai jamais été dans une voiture comme ça avant. »« C'est juste une voiture, » répondit Jonathan, soudain conscient des excès qui lui étaient devenus normaux. « Une plutôt chère, je suppose. » La voiture tourna sur la 5e avenue, et Emma pressa son visage contre la fenêtre alors qu'il passait devant les vitrines illuminées des boutiques de designer. « Où habitez-vous? » demanda-t-elle, son souffle embuant le verre. « Upper East Side. »« J'ai un penthouse surplombant Central Park, » dit Jonathan, observant sa réaction. Attentivement. « C'est probablement plus grand que ce dont j'ai besoin, mais il a une superbe vue. » 10 minutes plus tard, ils entrèrent dans un garage souterrain privé sous un des immeubles résidentiels les plus prestigieux de Manhattan. Le voiturier ouvrit la porte avec un hochement de tête respectueux à Jonathan, hésitant seulement brièvement à la vue d'Emma avant de maintenir son comportement professionnel. Dans l'ascenseur privé qui nécessitait une carte clé pour accéder au niveau du penthouse, Emma exprima finalement la peur qui s'était accumulée en elle. « Allez-vous vraiment me laisser rester ou allez-vous changer d'avis demain? » La question transperça l'armure émotionnelle soigneusement construite de Jonathan. Il s'agenouilla à son niveau, rencontrant ses yeux directement. « Je tiens mes promesses, Emma. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. » L'ascenseur s'ouvrit directement sur le foyer du penthouse, révélant un espace aussi impressionnant qu'impersonnel. Les fenêtres du sol au plafond mettaient en valeur une vue nocturne à couper le souffle de Central Park et de la ville au-delà. Mais l'intérieur était une étude du luxe minimaliste. Toutes lignes épurées, tons neutres et œuvres d'art soigneusement sélectionnées qui coûtaient plus que la plupart des gens, mais ne transmettaient aucune connexion personnelle à son propriétaire. « Tout cela est à vous, » Emma murmura, ses pas silencieux sur les sols en marbre. « Oui, » Jonathan confirma, la regardant tandis qu'elle faisait des pas hésitants dans le vaste salon. Il vit soudain sa maison à travers ses yeux. Belle mais stérile, chère, mais vide. Quand était la dernière fois qu'il avait reçu ici? Quand quelqu'un d'autre que sa femme de ménage et des associés d'affaires occasionnels avait-il franchi ce seuil? « Avez-vous faim encore? Je pourrais faire préparer quelque chose, » proposa-t-il, réalisant qu'il n'avait aucune idée comment. Prendre soin d'un enfant. Que mangeaient les enfants de 10 ans?
À quelle heure devait-il aller au lit? Emma secoua la tête. Je suis encore rassasié du dîner. C'était la plus grande quantité de nourriture que j'ai eue dans. Elle s'interrompit, son expression s'assombrissant. Laissez-moi vous montrer où vous pouvez dormir, dit Jonathan rapidement, l'amenant le long d'un couloir vers une des suites d'invités. Il ouvrit la porte pour révéler une chambre plus grande que la plupart des appartements de Manhattan, complète avec sa propre salle de bain et coin-salon. Emma entra prudemment, comme s'attendant à ce qu'on lui dise que c'était une erreur. Elle toucha la couette en soie avec des doigts révérencieux. « Est-ce vraiment d'ici que je dois dormir? » « Oui, la salle de bain est par là. Si vous voulez vous nettoyer, je vous trouverai quelque chose à porter. » Jonathan hésita, soudainement submergé par les aspects pratiques de sa décision impulsive. « Je n'ai pas de vêtements pour enfants, mais peut-être un T-shirt à moi fonctionnerait comme une chemise de nuit jusqu'à demain. » Emma hocha la tête, se dirigeant déjà vers la salle de bain avec l'empressement de quelqu'un qui n'avait pas eu accès à des installations appropriées depuis trop longtemps. Pendant qu'elle se douchait, Jonathan appela Rachel Harper, son assistante personnelle depuis 5 ans. Malgré l'heure tardive, elle répondit à la deuxième sonnerie. « Jonathan, tout va bien? » La voix de Rachel tenait le mélange familier d'efficacité et de préoccupation qui l'avait rendu inestimable pour lui. « J'ai besoin de votre aide avec quelque chose d'inhabituel, dit-il, gardant sa voix basse. J'ai amené une enfant chez moi. Une fille d'environ 10 ans. Elle était sans abri et je ne pouvais pas la laisser dans la rue. Le bref silence à l'autre bout en disait long. « Je vois, dit enfin Rachel, son ton soigneusement. Neutre, et vous avez besoin de vêtements pour enfants pour commencer, et probablement de la nourriture qu'un enfant mangerait réellement, et tout ce dont une fille de 10 ans pourrait avoir besoin. » Il passa sa main dans ses cheveux, un rare geste d'incertitude. « Je suis dépassé ici. »« Rachel, je serai là dans 1 heure, promit-elle sans hésitation. « Et Jonathan, c'est une bonne chose que vous faites. » Après avoir accroché, Jonathan se tint dans le couloir écoutant le bruit de l'eau qui coule de la salle de bain d'invités. Que faisait-il? Il n'avait aucune expérience avec les enfants, aucune compréhension de ce qu'Emma avait traversé. Aucun plan au-delà de la sortir de la rue pour la nuit. Pourtant, quelque chose à propos de sa présence se sentait déjà juste, comme si elle appartenait ici d'une manière que même lui n'avait jamais eue. Quand Emma émergea de la salle de bain enveloppée dans une serviette moelleuse presque plus grande qu'elle, ses cheveux humides et son visage frotté propre, elle parut encore plus jeune et plus vulnérable. « Je vous ai trouvé quelque chose pour dormir, » dit Jonathan, tendant un de ses t-shirts. « C'est trop grand, mais c'est propre. » Emma le prit avec gratitude et se retira dans la salle de bain pour se changer. Quand elle revint, nageant dans la chemise qui lui pendait aux chevilles, elle semblait différente, plus évidemment une enfant plutôt que la survivante endurcie par la rue qui avait approché sa table chez Luciel. « Merci, dit-elle formellement, se tenant maladroitement au milieu de la pièce. « De rien. » Jonathan fit un geste vers le lit. « Vous devriez vous reposer. Mon assistante vient avec des choses pour vous. » Emma grimpa sur le lit haut, s'enfonçant dans son confort moelleux avec un étonnement visible. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai dormi. » « Dans un vrai lit, avoua-t-elle, sa voix petite, Jonathan sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Eh bien, celui-ci est à vous aussi longtemps que vous le voulez. » Il se déplaça pour éteindre la lumière, mais hésita. « Le voulez-vous allumé ou éteint? »« Allumé, s'il vous plaît, Emma, » dit rapidement, puis parut embarrassé. « Si ça va. »« Bien sûr. » Jonathan tamisa les lumières à une douce lueur. « Je serai juste au bout du couloir si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« Bonne nuit, Emma. »« Bonne nuit, Jonathan, » répondit-elle, testant son nom prudemment. Il était presque à la porte quand sa voix l'arrêta de nouveau. « Pourquoi m'avez-vous aidé? » « Vraiment? » Jonathan se retourna, considérant sa question sérieusement. « Quand je n'étais pas beaucoup plus âgé que vous, j'étais aussi seul. Pas dans la rue,
mais dans un endroit où personne ne se souciait de mon existence. Je me suis promis que si je m'en sortais un jour, je serais différent des gens qui me regardaient comme si j'étais invisible. Emma hocha la tête, acceptant sa réponse avec la solennité de quelqu'un bien au-delà de son âge. « Je suis contente que vous m'ayez vu. »« Moi aussi, » répondit-il honnêtement. Rachel arriva 45 minutes plus tard, remarquablement bien mise malgré l'heure tardive et l'appel précipité. Elle portait plusieurs sacs de course et était suivie par un livreur avec plus. « J'ai les essentiels, » expliqua-t-elle, posant les sacs dans la cuisine, vêtements, articles de toilette, quelques livres et activités. Le reste peut attendre jusqu'au matin. Jonathan la mena à son bureau où ils pouvaient parler en privé. Merci d'avoir fait cela sans poser de questions. Rachel sourit légèrement. Oh, j'ai des questions. Beaucoup d'entre elles, mais elles peuvent venir. Son expression devint sérieuse. Jonathan, vous devez savoir que ce n'est pas aussi simple que de lui donner un endroit où rester. Il y a des considérations légales. C'est une mineure. Je sais, reconnut-il, mais je ne pouvais pas simplement la laisser dans la rue. Vous auriez dû la voir, Rachel. Elle mourait de faim, seule. Qu'en est-il de ses parents? Sa mère est partie et le père l'a apparemment abandonnée. Jonathan ne pouvait se résoudre à utiliser le mot mort en se référant à la mère d'Emma, comme si le dire pouvait d'une certaine manière rendre la perte de la jeune fille plus concrète. L'expression de Rachel s'adoucit. Vous n'avez jamais mentionné vouloir des enfants auparavant. Je n'ai pas, admit Jonathan. Mais quelque chose s'est passé quand elle m'a appelé papaye. C'était comme quelque chose qui manquait et soudainement apparu. Papaye? Répéta Rachel, haussant un sourcil. C'est portugais pour papa. Je ne pense pas qu'elle voulait le dire. C'est juste sorti. Il secoua la tête. Je sais à quel point cela semble fou. Pas fou, corrigea Rachel doucement. Humain, et ce n'est pas quelque chose que je dis souvent à votre sujet. Elle se leva et ramassa son sac à main. Reposez-vous. Je serai de retour le matin et nous déterminerons les prochaines étapes. Après le départ de Rachel, Jonathan vérifia Emma une dernière fois. Elle était déjà endormie, son petit corps faisant à peine une impression sur le lit king size. Dans le sommeil, la fatigue disparut de son visage, révélant l'enfant sous la survivante. Quelque chose de protecteur et de féroce surgit en lui. Un sentiment si peu familier mais si naturel qu'il lui coupa le souffle. De retour dans sa propre chambre, Jonathan se tint aux fenêtres, surplombant les lumières de la ville. Pendant des années, il avait construit des murs autour de lui, construit une vie d'accomplissement et d'acquisition qui ne laissait aucune place à la vulnérabilité. En l'espace d'une seule soirée, une petite fille aux yeux déterminés avait traversé ces murs comme s'ils n'existaient pas. Demain apporterait des complications, des questions de son entreprise, des problèmes juridiques, l'attention médiatique qui suivrait inévitablement. Mais pour cette nuit, dans le calme de sa maison normalement vide, Jonathan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, la satisfaction simple et puissante d'avoir fait la bonne chose sans autre raison que le fait qu'elle devait être faite. La lumière du matin inonda les fenêtres du sol au plafond du penthouse, projetant de longs rectangles de soleil sur les sols en marbre. Jonathan se tint dans la cuisine, une tasse de café noir à la main, regardant sa chef privée, Sophia Martinez, préparer le petit déjeuner. Sophia, qui venait habituellement 3 fois par semaine pour remplir son réfrigérateur de repas, qu'il avait rarement le temps de manger, avait été surprise par son appel matinal demandant un petit déjeuner adapté aux enfants, mais était arrivée rapidement avec des sacs d'épicerie et un sourire chaleureux. « Quel âge a cet enfant, Monsieur Miller? » demanda-t-elle en battant des œufs dans un grand bol. « 10, elle s'appelle Emma, » répondit Jonathan, réalisant qu'il ne savait presque rien d'autre sur la jeune fille dormant dans sa chambre d'amis. « Elle reste avec moi pendant un certain temps. » Sophia hocha la tête sans demander de détails, ses mains se déplaçant efficacement, tandis qu'elle préparait la pâte à crêpes. Les enfants ont besoin de bonne nourriture. Pas seulement de nourriture de fantaisie, mais de nourriture faite avec le cœur.
Jonathan la regarda travailler, frappé par la façon dont la cuisine, un espace qu'il utilisait rarement lui-même, était transformé par la présence de Sophia. L'acier inoxydable froid et les comptoirs en marbre semblaient plus chauds d'une certaine manière, remplis des arômes de vanille, de cannelle et de café fraîchement moulu. Monsieur Miller. La petite voix d'Emma vint de l'entrée de la cuisine. Elle se tenait incertainement, vêtue des nouveaux vêtements que Rachel avait apportés la nuit dernière, un jean et un simple pull bleu qui étaient légèrement trop grands, mais infiniment meilleurs que ses vêtements usés précédents. « Bonjour Emma », dit Jonathan, se sentant étrangement nerveux. « C'est Sophia, ma chef. Elle nous prépare le petit déjeuner. » Sophia se tourna avec un sourire chaleureux qui mit immédiatement Emma à l'aise. « Bonjour Nina. J'espère que tu aimes les crêpes et s'il te plaît, appelle-moi Sophia. » Emma hocha la tête, les yeux grands ouverts devant le plat en préparation. « J'adore les crêpes. Ma mère en faisait le dimanche quand elle ne travaillait pas. » Elle s'arrêta brusquement, son expression s'assombrissant. Quand elle ne travaillait pas, Jonathan suggéra doucement. « Oui », Emma accepta, le soulagement évident sur son visage. Elle travaillait beaucoup. Sophia fit un geste vers un tabouret à l'îlot de la cuisine. « Viens t'asseoir. Tu peux m'aider à ajouter les myrtilles à la pâte. » Tandis qu'Emma prenait hésitamment sa place au comptoir et acceptait la tâche, le téléphone de Jonathan vibra avec un appel entrant. Michael Reynolds, son partenaire commercial, directeur financier de TechVision. « Je dois prendre cet appel, dit-il, sortant de la cuisine. Je reviens tout de suite. » Dans son bureau, il accepta l'appel. « Michael, bonjour. »« Est-ce » La voix de Michael était tendue. « Avez-vous vu les nouvelles, Jonathan, ou les réseaux sociaux? Vous êtes en vogue et pas de la manière que notre équipe de relations publiques préférerait. » Jonathan soupira, pas surpris mais toujours irrité. « Que disent-ils? » Le milliardaire de la technologie adopte une enfant sans abri pendant le dîner est le titre le plus charitable. D'autres sont plus spéculatifs sur vos motivations. Il y a des photos, Jonathan. Tout le monde dans ce restaurant avait un smartphone. Je suis conscient de cette possibilité. Jonathan répondit calmement. Je ne vois pas le problème. L'exaspération de Michael était palpable, même à travers le téléphone. Le problème est que vous, le PDG d'une entreprise cotée en bourse évaluée à plus de 30 milliards de dollars, avez pris une décision de vie majeure sur une impulsion en public sans considérer les implications. Nos investisseurs plus conservateurs appellent déjà préoccupés par votre jugement. Ma vie personnelle n'est pas leur affaire. Tout ce qui vous concerne est leur affaire. C'est la réalité d'être qui vous êtes, insista Michael. Écoutez, je ne dis pas que vous auriez dû laisser l'enfant dans la rue. Mais il y a des canaux appropriés, des organisations qui gèrent ces situations. Vous auriez pu faire un don, créer un fonds fiduciaire, n'importe quoi d'autre que d'amener une étrangère chez vous. Jonathan sentit une vague de colère. C'est une enfant, Michael, pas une situation à gérer, et elle reste, du moins pour l'instant. Les investisseurs devront s'en accommoder. Un long silence suivit. Ce n'est pas votre genre, dit enfin Michael, son ton plus doux. Vous avez toujours été le rationnel, le stratège qui pense 10 coups à l'avance. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Jonathan jeta un coup d'œil vers la cuisine où il pouvait entendre le rire hésitant d'Emma, tandis que Sophia lui montrait comment retourner les crêpes. Peut-être, je suis fatigué d'être cette personne, dit-il doucement. Peut-être qu'il y a des choses plus importantes que le positionnement stratégique et la valeur actionnariale. J'espère que vous savez ce que vous faites, dit Michael, la résignation dans la voix. La réunion du conseil est à 2 heures. Je vous suggère de préparer une déclaration sur cette situation. Après avoir raccroché, Jonathan se tint à la fenêtre de son bureau, observant l'agitation matinale de Central Park en contrebas. Michael n'avait pas tort. Ce n'était pas son genre. En 20 ans de construction de TechVision, d'une start-up dans son garage à l'une des entreprises technologiques les plus précieuses au monde, il n'avait jamais pris de décision sans une analyse minutieuse, sans peser chaque résultat possible.
Pourtant, la nuit dernière, en l'espace d'un battement de cœur, il avait changé le cours de sa vie basé sur rien d'autre que l'instinct et l'émotion. Quand il retourna à la cuisine, Emma était assise à la table, une pile de crêpes aux myrtilles noyées dans du sirop d'érable devant elle. Elle leva les yeux avec un sourire qui transforma son visage, la faisant paraître vraiment de son âge pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. « C'est incroyable », dit-elle autour d'une bouchée de crêpes. « Sophia a dit qu'elle peut m'apprendre à les faire. » Jonathan s'assit en face d'elle, acceptant l'assiette que Sophia lui avait posée. Cela semblait être une bonne compétence à avoir. Tandis qu'il mangeait, il se retrouva à étudier les traits d'Emma, son menton déterminé, la forme de ses yeux, la façon dont son front se plissait légèrement quand elle se concentrait. Y avait-il quelque chose de familier là, ou imaginait-il des connexions parce qu'il voulait qu'elles existent? Emma, commença-t-il soigneusement. Je dois aller travailler pendant quelques heures aujourd'hui. Mon assistante Rachel sera bientôt là pour rester avec vous. Est-ce que ça va? La fourchette d'Emma s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Son expression devint instantanément gardée. Vous revenez, n'est-ce pas? La question lui brisa un peu le cœur. Combien de fois des adultes avaient-ils disparu de sa vie? Oui, je reviens. C'est ma maison, vous vous souvenez? Et en ce moment, c'est aussi votre maison. Elle hocha la tête, se relaxant légèrement. Que dois-je faire pendant que vous êtes parti? Tout ce que vous voulez. Rachel peut vous aider à obtenir tout ce dont vous avez besoin. Il hésita. En fait, j'espérais que vous pourriez faire quelque chose pour moi. Quoi? Demanda Emma, instantanément désireuse d'être utile. Ces plantes? Jonathan fit un geste vers une rangée de plantes en pot négligées sur la terrasse qui mouraient lentement depuis des mois, malgré l'arrosage occasionnel de la femme de ménage. Elle pourrait utiliser des soins. Connaissez-vous quelque chose aux plantes? Le visage d'Emma s'illumina. Ma mère avait des plantes partout dans notre appartement. Elle m'a appris à en prendre soin. Certaines ont besoin de beaucoup d'eau et certaines juste un peu. Et il faut leur parler parfois. Alors elles sont à vous de les faire revivre si vous voulez le travail, dit Jonathan, surpris par son enthousiasme. Je les rendrai belles à nouveau, promit-elle solennellement. Rachel arriva juste au moment où il finissait le petit déjeuner. Elle portait plus de sacs de course et était accompagnée du chauffeur de Jonathan, qui apporta plusieurs cartons. Bonjour, les salua-t-elle tous les deux, son comportement professionnel s'adoucissant quand elle regarda Emma. J'ai apporté d'autres choses dont je pensais que vous pourriez avoir besoin, et quelques livres et activités. Emma fixa les sacs avec un étonnement non dissimulé. Tout cela est pour moi. Tout cela? Confirma Rachel avec un sourire. Pourquoi ne pas les parcourir ensemble pendant que Jonathan se prépare pour sa réunion? Tandis que Jonathan prenait sa douche et s'habillait dans un de ses costumes impeccablement coupés, il pouvait entendre les sons étouffés de voix féminines et de rires occasionnels venant du salon, des sons qui n'avaient jamais auparavant résonné dans sa maison. Le penthouse avait toujours été un lieu de silence et de solitude, un refuge des exigences de sa vie publique. Maintenant, en moins de 24 heures, il se sentait fondamentalement changé, plus chaleureux, d'une certaine manière, comme si la présence d'Emma avait altéré non seulement la dynamique sociale, mais l'espace physique lui-même. Il trouva Rachel dans la cuisine préparant une tasse de thé, tandis qu'Emma explorait le contenu d'une boîte de fournitures artistiques sur le sol du salon. « Elle semble s'installer, observa-t-il doucement. Rachel hocha la tête. C'est une enfant extraordinaire, Jonathan. Résiliente d'une manière que la plupart des adultes ne le sont pas. Elle hésita, puis ajouta, « Je dois vous dire quelque chose. La nuit dernière, après mon départ, j'ai fait quelques recherches. » Jonathan haussa un sourcil sur Emma. « Sur les implications légales de ce que vous faites, sans documentation appropriée ou autorité légale, vous pourriez être accusé d'enlèvement quelles que soient vos intentions. » Sa voix était douce mais ferme. « Nous devons contacter les services de protection de l'enfance, mettre en place des arrangements de garde temporaires appropriés pendant que nous trouvons une solution à long terme. »« Je sais, » reconnut Jonathan.
J'ai déjà appelé mon avocat personnel. Il s'en occupe. Il jeta un coup d'œil à Emma, qui organisait soigneusement les crayons de couleur par teinte. Mais je veux minimiser son interaction avec le système. Elle a déjà trop souffert. Rachel l'étudia un instant. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose que vous ne me dites pas sur pourquoi cela vous importe tant. Jonathan rencontra son regard directement. Quand j'avais 7 ans, mes parents m'ont laissé à une foire d'État. Ils ont dit qu'ils allaient chercher quelque chose à boire et reviendraient tout de suite. Ils ne sont jamais revenus. Ils en parlaient rarement, du traumatisme formateur qui avait façonné sa vie. J'ai passé les 11 années suivantes à l'orphelinat du comté de Westchester. Personne n'est jamais venu me chercher. L'expression de Rachel s'adoucit avec compréhension. Je ne savais pas. Personne ne le sait. Ce n'est pas dans ma biographie officielle. Son sourire était amer. Les enfants abandonnés ne font pas des profils de cadres inspirants. Jonathan, commença Rachel, puis s'arrêta, semblant reconsidérer ses mots. Finalement, elle dit, « Je comprends pourquoi cela vous importe, et je veux que vous sachiez que j'ai été adopté quand j'avais 12 ans après des années en famille d'accueil. Mes parents adoptifs ont complètement changé ma vie. Donc, si vous êtes sérieux pour aider Emma, je suis avec vous jusqu'au bout. » La révélation le surprit. En 5 ans de travail étroit avec Rachel, il n'avait jamais su cela de son passé. « Merci, dit-il simplement. Maintenant, allez vous occuper du conseil et de Michael. » Rachel le poussa vers la porte. « Emma et moi avons des plans pour sauver ces plantes pitoyables sur votre terrasse et peut-être faire des cookies. Affaire très importante. » Jonathan s'agenouilla à côté d'Emma avant de partir. « Je serai de retour cet après-midi. Rachel prendra bien soin de vous. » Emma leva les yeux de son dessin, une représentation colorée de ce qui semblait être la ligne d'horizon de New York. « Je vais bien, » l'assura-t-elle avec un sérieux d'adulte qui lui serra le cœur, « et je réparerai vos plantes. »« Je sais que vous le ferez, » répondit-il, résistant à l'envie inattendue de la serrer dans ses bras. Il n'en était pas encore là. Cette étrange nouvelle famille qui n'était pas tout à fait une famille. Mais peut-être qu'un jour il pourrait l'être. Alors que l'ascenseur privé descendait vers le hall, Jonathan se prépara pour la journée à venir. La réunion du conseil, la spéculation médiatique, les préoccupations de Michael, tout cela pâlissait en comparaison de la responsabilité qu'il avait assumée avec une décision impulsive. Sa responsabilité qui, contre toute logique et son propre plan de vie soigneusement construit, se sentait plus significative que tout ce qu'il avait jamais fait. La réunion du conseil s'était déroulée exactement comme Jonathan l'avait anticipé. Des questions tendues sur son jugement, des préoccupations concernant la perception du public et des suggestions à peine voilées, selon lesquelles ses décisions personnelles affectaient son discernement professionnel. Il avait tout surmonté avec l'autorité posée, qui était devenue sa marque de fabrique, refusant de s'excuser pour ce qu'il considérait comme une affaire privée. À la fin, même Michael avait concédé à contre-cœur que la publicité n'était pas entièrement négative. Les réseaux sociaux avaient surnommé Jonathan le milliardaire au grand cœur, et plusieurs journalistes d'intérêt humain demandaient des interviews. Il était près de fond quand l'ascenseur privé de Jonathan s'ouvrit sur son penthouse. La transformation qui l'accueillit l'arrêta net. L'espace normalement impeccable, presque stérile, avait été subtilement mais fondamentalement altéré. Les plantes, auparavant sans vie sur la terrasse, se dressaient maintenant dans des pots fraîchement arrangés, leurs feuilles semblant déjà plus vertes et plus vibrantes. Des dessins colorés étaient scotchés à la porte du réfrigérateur, et l'odeur de cookies fraîchement cuits imprégnait l'air. Mais ce qui le surprit vraiment, ce fut le son des rires. Le rire aigu et enfantin d'Emma s'entremêlait avec les tons plus mesurés de Rachel, venant de la direction de la salle multimédia qu'il utilisait rarement. Il suivit le son pour les trouver assises sur le sol, entourées de ce qui semblait être un fort improvisé construit à partir de coussins de canapé et de couvertures. Un documentaire animalier jouait sur l'écran massif, mais aucune d'elles ne le regardait. Au lieu de cela,
Rachel enseignait à Emma comment jouer à un jeu de cartes. Toutes deux s'y absorbaient qu'elles ne remarquèrent pas sa présence avant qu'il n'éclaircisse sa gorge. Jonathan, Emma se précipita sur ses pieds, son excitation initiale rapidement tempérée par l'incertitude, comme si elle n'était pas sûre de la façon dont il réagirait au désordre qu'elles avaient créé dans sa maison parfaitement ordonnée. Rachel se leva plus gracieusement, brossant des miettes de cookies de sa jupe habituellement immaculée. Nous nous sommes un peu laissés emporter par nos activités de l'après-midi, expliqua-t-elle. Une pointe d'excuse dans son ton. Jonathan examina la scène, le fond, les fournitures d'or dispersées, l'assiette de cookies à moitié mangée et se retrouva à sourire. Il semble que vous ayez eu une journée productive. Le visage d'Emma s'éclaircit. Nous avons réparé toutes vos plantes. Sophia a aidé aussi avant de partir. Et nous avons fait des cookies. Et Rachel m'a montré comment construire un vrai fort de couverture comme elle en faisait quand elle avait mon âge. Les mots s'échappèrent dans un élan d'enthousiasme. Je vois cela, répondit Jonathan, surpris à quel point il appréciait les changements dans son espace normalement impeccable. Je pense que ma maison n'a jamais été aussi belle. Vraiment? Demanda Emma, cherchant sur son visage tout signe de déplaisir. Ça ne vous dérange pas, le désordre? Pas du tout, l'assura-t-il, surpris de constater qu'il le pensait. Une maison devrait avoir l'air habitée. Rachel ramassa ses affaires, déclinant l'invitation de Jonathan à rester dîner. Près de l'ascenseur, elle s'arrêta. Elle a fait des cauchemars pendant sa sieste cet après-midi, dit-elle doucement. Elle ne voulait pas en parler, mais elle appelait sa mère. Jonathan hocha la tête, un poids s'installant dans sa poitrine. Merci de m'avoir dit et pour aujourd'hui. C'est une enfante spéciale, dit Rachel. Ne laissez pas le conseil vous forcer à abandonner cela. Après le départ de Rachel, Jonathan et Emma partagèrent un dîner préparé par Sophia avant son départ. Un plat de pâtes simple mais délicieux qu'Emma déclara être les meilleurs spaghettis de tous les temps. Tout au long du repas, elle bavarda de sa journée, décrivant en détail comment elle avait diagnostiqué le problème spécifique de chaque plante et prescrit les soins appropriés. Le fuchsia avait besoin de plus de lumière, mais votre fougère avait vraiment soif. Les plantes vous disent ce dont elles ont besoin si vous faites attention, expliqua-t-elle sérieusement. Jonathan se retrouva captivé par son animation, la façon dont tout son visage s'illuminait quand elle parlait de quelque chose qui l'intéressait. Depuis combien de temps n'avait-il pas ressenti ce genre d'enthousiasme sincère pour quoi que ce soit? Après le dîner, tandis qu'Emma l'aidait à charger le lave-vaisselle, insistant sur le fait qu'elle devait contribuer au ménage, il aborda le sujet qu'il avait envisagé toute la journée. « Emma, j'ai réfléchi, vous devez aller à l'école. » Ses mains s'immobilisèrent sur l'assiette. Elle rinçait. « L'école? Oui. Chaque enfant devrait avoir une éducation. » Il avait déjà fait des enquêtes préliminaires sur des écoles privées à Manhattan qui pourraient accepter une inscription en milieu d'année. Voudriez-vous cela? Emma resta silencieuse un long moment, son expression illisible. J'allais à l'école avant que tout ne change. J'aimais apprendre. Puis elle s'installa. Nous vous trouverons une bonne école. Jonathan hésita, puis ajouta. Et j'ai parlé à un avocat pour officialiser votre séjour ici. Juste une garde temporaire pour l'instant, jusqu'à ce que nous réglions tout. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Cela signifie que je peux rester pour de vrai? Oui, si c'est ce que vous voulez. Elle hocha la tête vigoureusement, des gouttelettes d'eau s'envolant de ses mains encore humides. Je veux rester ici avec vous. Quelque chose de chaud s'épanouit dans la poitrine de Jonathan. Un sentiment si peu familier, il lui fallut un instant pour l'identifier comme du bonheur. Un bonheur simple, sans complications. La soirée se déroula paisiblement. Jonathan se retrouva attiré dans le fort de couverture d'Emma où ils regardèrent la conclusion du documentaire animalier ensemble. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était assis par terre, à terre, ou de la dernière fois qu'il avait regardé la télévision purement pour le plaisir plutôt que pour les nouvelles ou les mises à jour du marché. Quand les paupières d'Emma commençèrent à tomber,
Il suggéra qu'il était l'heure de se coucher. Elle ne protesta pas, mais demanda s'il voulait lui lire un des livres que Rachel avait apportés, une collection d'histoires pour enfants que Jonathan se souvenait vaguement de sa propre enfance. Assis sur le bord de son lit, lisant des histoires de garde-robe magiques et parlant. Animaux, Jonathan expérimenta un profond sentiment de justesse. Cet acte simple de soin et de connexion se sentit plus significatif que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue. Emma s'endormit à mi-chemin du 2e chapitre, sa respiration profonde et régulière. Jonathan marqua soigneusement la page et posa le livre de côté, prenant un moment pour étudier son visage paisible. Dans le sommeil, la fatigue qui assombrissait si souvent son expression fondit, révélant l'enfant qu'elle aurait dû être tout le long, en sécurité, protégée, libre de soucis. Il était sur le point de partir quand Emma se raidit soudainement, son visage se tordant de détresse. « Maman, murmura-t-elle, le mot épais de sommeil et de peur. Maman, ne pars pas. » Jonathan se figea, incertain de la façon de réagir. Devait-il la réveiller, la laisser traverser le cauchemar? Avant qu'il ne puisse décider, Emma se redressa brusquement, ses yeux grands ouverts mais ne voyant rien, toujours prise dans l'emprise de son rêve. « Ne me quitte pas !» cria-t-elle, tendant la main pour saisir l'air vide. « Emma, » dit Jonathan doucement, touchant son épaule. « Emma, tu es en sécurité. C'est juste un rêve. » Elle cligna des yeux plusieurs fois, la conscience revenant graduellement dans ses yeux. « Jonathan, » murmura-t-elle, sa voix petite et effrayée. « Je suis là, » l'assura-t-il. « Tu faisais un mauvais rêve. » Le visage d'Emma se froissa, et à l'alarme de Jonathan, des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « J'ai vu ma mère, » sanglota-t-elle. « Elle était là, et puis elle n'était plus là, et je ne pouvais la trouver nulle part. » Agissant purement par instinct, Jonathan la prit dans ses bras, la tenant tandis qu'elle pleurait. Son petit corps tremblait sous la force de sa peine. Peine. Il comprenait trop bien l'angoisse particulière d'un enfant qui a perdu son ancrage dans le monde. « Elle me manque tellement, » murmura Emma contre son épaule, « et j'ai peur d'oublier à quoi elle ressemblait ou comment sa voix sonnait. »« Tu n'oublieras pas, » promit Jonathan, sa propre gorge serrée par l'émotion. « Les gens que nous aimons restent avec nous-mêmes quand ils sont partis. » Emma recula légèrement, essuyant ses yeux avec le dos de sa main. « Avez-vous perdu quelqu'un aussi? » Jonathan hocha la tête, surpris par sa volonté de partager cette partie de lui-même. « Mes parents quand j'étais très jeune et plus tard quelqu'un d'autre que j'aimais beaucoup. Est-ce que ça arrête jamais de faire mal? » Il envisagea de mentir, offrant le réconfort d'un faux espoir. Mais Emma méritait l'honnêteté. Pas complètement, mais ça change. La douleur aiguë devient une douleur sourde. Et finalement, tu peux te souvenir des bonnes choses sans avoir l'impression que ton cœur se brise à nouveau. Emma absorba cela, son expression solennelle. Puis, sans prévenir, elle glissa du lit. « J'ai besoin de chercher quelque chose. » Elle se dirigea vers le placard où Rachel avait rangé ses quelques affaires et récupéra son sac à dos usé. De ses profondeurs, elle sortit une petite photographie déchirée et la rapporta à Jonathan. « C'est ma mère, » dit-elle, lui offrant la photo. Jonathan la prit soigneusement. L'image montrait une femme souriante avec le même menton déterminé et les yeux intelligents d'Emma, son bras autour d'une version plus jeune d'Emma. Elle se tenait devant ce qui semblait être un immeuble d'appartement modeste, toutes deux louchant légèrement au soleil. « Elle était belle, » dit Jonathan honnêtement. « Vous lui ressemblez. » Son nom, c'était Sarah. Sarah Anderson. Emma traça le visage de sa mère avec un doigt doux. Elle travaillait très dur pour que je puisse avoir de belles choses. Elle était femme de ménage dans un hôtel, mais elle suivait des cours pour devenir infirmière. Jonathan étudia la photographie plus attentivement. Une étrange sensation tirant sur sa mémoire. Quelque chose à propos du visage de la femme, la courbe particulière de son sourire. Elle me racontait des histoires sur mon père.
Emma continua, reprenant la photographie et la tenant protectrice contre sa poitrine. Elle disait qu'il était intelligent et gentil, mais qu'il ne me connaissait pas. Elle disait toujours qu'un jour elle le trouverait et lui dirait. « Que s'est-il passé » demanda Jonathan doucement. « Quand l'avez-vous perdu » Le visage d'Emma s'assombrit. Il y a 3 mois. Elle est tombée très malade très vite. Les médecins ont essayé d'aider, mais elle a avalé difficilement. Après son départ, ils ont trouvé le nom de mon père dans ses affaires. Ils l'ont contacté et il est venu me voir, mais il a dit qu'il ne pouvait pas s'occuper d'un enfant. Il m'a laissé à la gare routière avec de l'argent. J'ai essayé de retrouver notre appartement, mais d'autres personnes y vivaient déjà, alors je suis resté dans la rue. Jonathan sentit une vague de colère envers cet homme inconnu qui avait abandonné son propre enfant. Vous souvenez-vous de son nom, le nom de votre père? Emma secoua la tête. L'assistante sociale me l'a dit, mais ça ne signifiait rien pour moi. J'étais trop bouleversé pour me souvenir. Elle leva les yeux vers Jonathan, ses yeux encore humides mais plus clairs maintenant. Mais ça n'a plus d'importance. Je vous ai trouvé à la place. La simple confiance dans sa déclaration l'humilia. Oui, vous l'avez fait, acquiesça-t-il doucement. Et j'en suis très heureux. Elle se recoucha dans le lit, la photographie glissée en sécurité sous son oreiller. Resterez-vous jusqu'à ce que je m'endorme de nouveau? Demanda-t-elle, ses paupières devenant déjà lourdes. Bien sûr, promit Jonathan, reprenant sa place sur le bord du lit. Emma était presque endormie quand elle murmura. Je suis contente de vous avoir appelé papy au restaurant, même si c'était un accident. Moi aussi, murmura Jonathan, brossant doucement une mèche de cheveux de son front. Il resta longtemps après qu'Emma se soit rendormie, veillant sur elle, son esprit courant avec des questions sur sa mère, sur le père qu'il avait rejeté, sur l'étrange coïncidence, si c'était une coïncidence, qui l'avait amené à sa table cette nuit-là. Plus tard, seul dans son bureau avec un verre de scotch, Jonathan ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des informations sur Sarah Anderson. Il devait y avoir des registres, un historique d'emploi, une résidence, peut-être une nécrologie. En tant que PDG de la technologie avec des ressources considérables à sa disposition, il avait accès à des outils de recherche au-delà de ceux accessibles au grand public. Ce qu'il découvrit le teint éveillé jusqu'aux premières heures du matin, son cœur battant avec un mélange de choc, de chagrin et de quelque chose proche de l'émerveillement. La coïncidence qu'il avait pressentie n'était pas du tout une coïncidence. L'univers, semblait-il, avait une étrange façon de rassembler ce qui appartenait ensemble, même si cela prenait 10 ans et une rencontre improbable dans un restaurant de Manhattan pour le faire. L'aube se levait sur Manhattan quand Jonathan ferma finalement son ordinateur portable, son esprit tourbillonnant de ce qu'il avait découvert. Sarah Anderson avait en effet travaillé comme femme de ménage au Westview Hotel il y a 11 ans, le même hôtel où Jonathan avait séjourné pendant 6 mois alors que sa première entreprise était en cours d'acquisition. Le calendrier correspondait parfaitement à l'âge d'Emma. Mais ce qui l'avait vraiment secoué, c'était de trouver une photographie de Sarah dans un bulletin d'information des employés de cette époque. La ressemblance entre elle et Emma était frappante. Mais il y avait d'autre chose. Quelque chose dans la forme de ses yeux, la courbe de son sourire qui avait déclenché un flot de souvenirs. Il se souvenait d'elle maintenant, Sarah, la femme de ménage au grand cœur, qui laissait toujours des chocolats supplémentaires sur son oreiller, qui l'avait une fois aidé à organiser ses papiers chaotiques quand il s'était endormi au milieu d'une tempête de documents. Ils avaient parlé occasionnellement de brefs échanges amicaux qui avaient été des points lumineux dans une période autrement stressante. Et puis il y avait eu une nuit, une célébration d'entreprise après l'acquisition, trop de champagne, une connexion inattendue qui l'avait mené à sa chambre au lieu de la sienne. Jonathan pressa ses paumes contre ses yeux. Il avait quitté l'hôtel le lendemain, s'embarquant pour un voyage d'affaires mondial qui dura des mois. Au moment où il retourna à New York, il lançait Tech Vision, consommé par les exigences incessantes de la construction d'une nouvelle entreprise.
Il ne l'avait plus jamais recherchée, avait finalement oublié la rencontre au milieu du tourbillon de sa carrière montante. Mais Sarah n'avait pas oublié, et apparemment elle avait découvert qu'elle était enceinte. Pourquoi ne l'avait-elle pas contacté? La question le tourmentait alors qu'il regardait le soleil se lever sur Central Park. Il était trouvable, son nom de plus en plus dans les nouvelles économiques à mesure que TechVision grandissait. Pourtant, selon Emma, Sarah avait toujours parlé du père d'Emma comme de quelqu'un qui ne la connaissait pas, quelqu'un qu'elle avait l'intention de trouver un jour. Peut-être avait-elle essayé. Peut-être que ses gardiens, les couches d'assistance et de sécurité qui s'étaient accumulées autour de lui à mesure que sa richesse et sa proéminence augmentaient, avaient empêché ces messages de lui parvenir. Ou peut-être qu'elle attendait le bon moment, un moment qui n'est jamais venu parce que la maladie l'avait emporté trop tôt. La réalisation le frappa avec la force d'une douleur physique. Emma n'était pas seulement une enfant qu'il avait impulsivement accueillie. Elle était sa fille biologique, qui par miracle l'avait trouvée malgré des obstacles impossibles. Le son de pas doux le tira de ses pensées. Emma se tenait dans l'encadrement de la porte de son bureau, ses cheveux ébouriffés par le sommeil, ses yeux encore mi-clos. « Vous êtes debout tôt, dit-elle, étouffant un bâillement. Jonathan ferma rapidement la fenêtre du navigateur affichant la photographie de Sarah. « Vous aussi, répondit-il, forçant un sourire. « Avez-vous bien dormi après le cauchemar? » Emma hocha la tête, s'avançant dans la pièce. « Votre chaise est vraiment confortable. Avez-vous dormi ici au lieu de votre lit? » Jonathan baissa les yeux sur lui-même, réalisant qu'il portait toujours les vêtements de la veille, maintenant froissés par sa nuit dans le fauteuil de bureau. « Je travaillais sur quelque chose d'important et j'ai perdu la notion du temps. » Il hésita puis demanda. « Avez-vous faim? Nous pourrions faire le petit déjeuner. Pouvons-nous avoir ces petites pâtisseries que Sophia a laissées dans le réfrigérateur? » demanda Emma avec espoir. « Absolument. » Jonathan se leva, son corps protestant après des heures sur la chaise, et peut-être un chocolat chaud. Le visage d'Emma s'illumina avec des marshmallows. « Si nous en avons, » promit Jonathan, soulagé de reporter la conversation qu'il savait qu'il devait avoir. Il avait besoin de temps pour traiter sa découverte, pour décider comment et quand dire à Emma ce qu'il avait appris. La cuisine, comme le reste du penthouse, se sentait différente ce matin, plus chaleureuse, plus invitante. L'influence d'Emma était déjà évidente dans de petites touches, un set de tables colorées sur le comptoir, une ligne de coquillages arrangée le long du rebord de la fenêtre, un dessin de ce qui semblait être Jonathan et Emma debout devant une version stylisée de son immeuble scotché au réfrigérateur. Tandis qu'ils mangeaient des pâtisseries et buvaient du chocolat chaud, Jonathan avait trouvé de nombreux marshmallows dans un placard dont il ne savait même pas l'existence. Emma bavarda de ses plans pour la journée, poursuivant son projet de réhabilitation des plantes, dessinant peut-être plus de photos pour la galerie du réfrigérateur et peut-être explorant le jardin sur le toit de l'immeuble que Rachel avait mentionné. « Puis-je vous demander quelque chose? » dit-elle soudainement, son expression devenant sérieuse. « Bien sûr, » répondit Jonathan se préparant. « Quand devrais-je partir? » La question le prit au dépourvu. « Partir? Pourquoi pensez-vous que vous devez partir? » Emma haussa les épaules, ses yeux fixés sur sa tasse. « Les gens me font toujours partir finalement. Je veux juste savoir quand pour pouvoir être prête. » Jonathan tendit la main à travers la table et inclina doucement son menton jusqu'à ce qu'elle rencontre son regard. « Emma, je ne veux pas que vous partiez jamais. En fait, j'espérais que vous pourriez envisager de rester ici en permanence, que je pourrais vous adopter. » Ses yeux s'écarquillèrent. « M'adopter pour toujours? Pour toujours? » confirma-t-il doucement. Emma resta silencieuse un long moment, son visage un mélange complexe d'espoir et de lassitude. « Pourquoi voudriez-vous faire cela? Vous me connaissez à peine. » La vérité flottait sur les lèvres de Jonathan. « Parce que vous êtes ma fille. Parce que votre mère et moi vous avons créé ensemble. Parce que vous appartenez à moi. » Mais il la retint. « Pas encore.
Pas avant d'être certain, pas avant d'avoir trouvé comment tout expliquer. J'en sais assez, dit-il à la place. Je sais que vous êtes courageuse et gentille et intelligente. Je sais que vous pouvez ramener des plantes mortes à la vie et construire les meilleurs forts de couverture de Manhattan. Je sais que ma maison ressemble plus à une maison avec vous dedans. Emma étudia, son visage cherchant tout signe de manque de sincérité. Et si vous changez d'avis? Et si je fais quelque chose de mal et que vous ne voulez plus de moi? Cela n'arrivera pas, promit Jonathan. Quand je m'engage à quelque chose ou quelqu'un, c'est pour toujours. Demandez à quiconque me connaît. Je suis têtu comme ça. Un lent sourire se répandit sur le visage d'Emma, le transformant. D'accord, dit-elle simplement. J'aimerais rester pour toujours. Jonathan sentit un poids se soulever de sa poitrine. Alors nous ferons en sorte que cela arrive. Cela pourrait prendre du temps. Il y a des processus légaux, des paperasseries, mais nous commencerons aujourd'hui. Emma le surprit en glissant de son tabouret et en contournant le comptoir pour le serrer dans ses bras. Ce fut leur première vraie étreinte. Ses bras fins s'enroulèrent fermement autour de sa taille, sa tête reposant contre sa poitrine. Après un moment de choc, Jonathan la serra dans ses bras, s'émerveillant de la façon dont une si petite personne pouvait générer de si énormes sentiments. Quand elle se retira, l'expression d'Emma était plus légère, comme si une ombre avait été soulevée. Puis j'appelai Sophia et lui demandai de m'apprendre à faire ces choses à la cannelle dont elle parlait hier. Celles qui sentent Noël. Absolument, Jonathan accepta, reconnaissant du retour aux affaires ordinaires. Je suis sûr qu'elle aimerait vous apprendre. Tandis qu'Emma s'éloignait pour trouver le téléphone que Rachel lui avait donné pour les urgences, Jonathan resta au comptoir, ses émotions un mélange enchevêtré de joie, d'appréhension et de choc persistant de sa découverte. Il devait confirmer ses soupçons avec un test ADN, bien sûr, mais dans son cœur, il connaissait déjà la vérité. L'univers avait orchestré la réunion la plus improbable, ramenant sa fille à lui alors qu'il ne savait même pas qu'elle existait. Maintenant, il devait juste trouver comment le lui dire. L'occasion vint plus tôt qu'il ne l'espérait. Cet après-midi-là, en cherchant dans son bureau un câble de chargeur spécifique, Jonathan fit accidentellement tomber une boîte de vieux dossiers qu'il avait l'intention de numériser depuis des années. Des papiers se dispersèrent sur le sol, et tandis qu'il s'agenouillait pour les ramasser, une enveloppe scellée glissa entre deux dossiers. L'adresse de l'expéditeur attira immédiatement son attention. Sarah Anderson, avec une adresse de reine. Le cachet de la poste la datait de près de 10 ans. Avec des mains tremblantes, Jonathan ouvrit l'enveloppe, dépliant une lettre manuscrite qui ne lui était jamais parvenue. « Cher Jonathan, commença-t-elle, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Nous nous sommes rencontrés au Westview Hotel où je travaillais comme femme de ménage. Nous avons passé une nuit ensemble après la célébration de l'acquisition de votre entreprise. J'écris parce que quelque chose de merveilleux et d'inattendu est arrivé à la suite de cette nuit. J'ai eu une petite fille, votre fille. Elle s'appelle Emma, et elle est la chose la plus précieuse de ma vie. » Jonathan s'enfonça dans sa chaise, ses jambes soudainement incapables de le soutenir, tandis qu'il continuait à lire. « Je n'ai pas écrit pour vous demander quoi que ce soit. » Sarah avait continué. « Je me débrouille seule et Emma ne manque de rien d'important, mais je crois que chaque enfant mérite de savoir d'où il vient et chaque parent mérite de savoir que son enfant existe. Quand Emma sera un peu plus âgée, j'espère que vous voudrez la rencontrer. Elle a vos yeux et je pense votre détermination. » La lettre concluait avec des informations de contact et une douce assurance qu'elle n'avait aucune attente, seulement le désir de faire ce qui était juste pour leur fille. Jonathan, la voix d'Emma depuis l'encadrement de la porte le sursauta. « Sophia est là pour faire des roulés à la cannelle. Elle dit que vous devriez aider, vous aussi. » Il leva les yeux rapidement, essuyant l'humidité de ses yeux. « Je serai juste là. » Mais Emma avait déjà remarqué la détresse sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous triste? » Jonathan hésita, puis prit une décision. « Je ne suis pas triste exactement.
Je viens de trouver quelque chose d'important. Viens ici, Emma. Il y a quelque chose que je dois te dire. Elle s'approcha prudemment, ses yeux tombant sur les papiers éparpillés et la lettre dans sa main. Qu'est-ce que c'est? Jonathan tapota l'espace à côté de lui sur le canapé de bureau. C'est à propos de ta mère et de moi et de toi. Tandis qu'Emma s'installait à côté de lui, Jonathan prit une profonde inspiration. Vous souvenez-vous quand vous êtes venu pour la première fois à ma table au restaurant? Vous m'avez appelé Papay. Emma hocha la tête ayant l'air embarrassé. C'est juste sorti. Maman m'a appris ce mot. Elle a dit que c'était comme ça que je devais appeler mon père si je le rencontrais un jour. Emma, dit Jonathan doucement, je pense qu'il y a une raison pour laquelle vous vous êtes senti attiré par ma table cette nuit-là. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle vous m'avez appelé par ce mot. Il hésita, puis continua. J'ai connu votre mère Sarah il y a de nombreuses années avant votre naissance. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Vous connaissiez ma mère? Oui. Elle travaillait dans un hôtel où je séjournais pendant une période importante de mon entreprise. Elle a été gentille avec moi quand j'étais stressé et surmené. Il édita soigneusement la vérité complète pour ses oreilles de 10 ans. Et je pense que je crois que je suis votre père, Emma. Emma resta parfaitement immobile, son expression illisible. Mon âme de père, celui qui m'a laissé à la gare routière. Non, dit Jonathan rapidement. Pas lui. Je n'ai jamais su pour vous, Emma. Je n'ai jamais reçu cette lettre que votre mère a envoyée. Il leva l'enveloppe non ouverte. Si j'avais su, j'aurais été là. J'aurais fait partie de votre vie dès le début. Emma prit la lettre avec des mains tremblantes, ses yeux parcourant l'écriture familière. Maman vous a écrit ça? Oui, il y a 10 ans, juste après votre naissance. Mais comment le savez-vous avec certitude? Sa voix était petite, fragile d'espoir et de peur. J'ai reconnu votre mère sur une photographie que j'ai trouvée la nuit dernière. Et le timing, tout correspond, Emma. Mais nous pouvons savoir avec certitude avec un simple test. Un test ADN qui prouverait que je suis votre père biologique. Emma resta silencieuse un long moment, traitant cette révélation. Est-ce pour cela que vous voulez m'adopter? Parce que vous pensez que vous êtes mon vrai père? Jonathan secoua fermement la tête. Non, je voulais vous adopter avant d'avoir la moindre idée de cette connexion. Découvrir que vous pourriez être ma fille biologique ne change pas mon désir d'être votre père. Cela me donne juste l'impression que l'univers nous aidait à nous trouver depuis le début. Des larmes montèrent aux yeux d'Emma, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Maman a toujours dit que mon père était un homme bon qui ne me connaissait pas. Elle a dit qu'un jour nous le trouverions et qu'il m'aimerait tout de suite. Sa voix se brisa. Elle avait raison. Jonathan la serra dans ses bras, ses propres yeux humides. Votre mère était une femme remarquable, et elle m'a donné le cadeau le plus précieux que je n'ai jamais su que j'avais. Vous. Ils restèrent assis ensemble en silence pendant plusieurs minutes. Emma serrant la lettre de sa mère, Jonathan tenant Emma comme s'il ne la laisserait jamais partir. Le soleil de l'après-midi inondait les fenêtres du bureau, illuminant les papiers éparpillés sur le sol, des rappels physiques d'un passé qui s'était soudainement connecté au présent de la manière la plus miraculeuse. « Sophia attend pour faire des roulés à la cannelle », dit finalement Emma, sa voix étouffée contre la chemise de Jonathan. Jonathan rit doucement du retour soudain à la préoccupation ordinaire. « Oui, elle l'est. Devrions-nous l'aider ?» Emma recula, essuyant ses yeux. « Oui, et pouvons-nous lui parler du fait que vous êtes mon vrai père? » Si vous le voulez, Jonathan accepta. « Nous pouvons le dire à qui vous voulez. » Tandis qu'il se levait pour quitter le bureau, Emma hésita. « Les choses vont-elles changer maintenant? » « Parce que vous êtes mon vrai père. » Jonathan considéra la question attentivement. « Certaines choses vont changer. Le processus d'adoption sera différent si nous confirmons que je suis votre père biologique. Mais les choses importantes ne changeront pas du tout. Mon désir de vous avoir ici, notre maison ensemble, nos plans pour l'avenir. » Emma hocha la tête, apparemment satisfaite de sa réponse.
À la porte, elle se retourna pour le regarder, son expression soudainement sérieuse. « Je pense que je veux vous appeler papa. »« Plus papay, juste papa. » « Est-ce que ça va? » Jonathan sentit son cœur s'épanouir dans sa poitrine, rempli d'une émotion trop grande pour être nommée. « C'est plus que ça va, Emma. C'est parfait. » Main dans la main, ils marchèrent vers la cuisine où Sophia attendait, prête à leur enseigner à tous deux comment faire des roulés à la cannelle qui sentaient Noël, la première des nombreuses traditions qu'ils construiraient ensemble, tandis qu'ils forgeaient leur famille inattendue. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la découverte de la lettre de Sarah, et la vie dans le penthouse avait développé un rythme qui aurait été inimaginable pour Jonathan avant l'arrivée d'Emma. Les matins commençaient par le petit déjeuner ensemble, souvent préparé par Sophia, qui avait augmenté ses visites à quotidien, se délectant de l'aide enthousiaste d'Emma dans la cuisine. Après le départ de Jonathan pour le bureau, Emma passait ses journées avec Rachel, qui avait réorganisé son emploi du temps pour agir comme tutrice temporaire pendant qu'ils attendaient l'inscription d'Emma à l'école. Le test ADN avait confirmé ce que Jonathan savait déjà dans son cœur. Emma était en effet sa fille biologique. Les résultats avaient simplifié le processus légal considérablement. Au lieu de l'adoption, Jonathan poursuivait maintenant la reconnaissance formelle de paternité et la garde complète. Son avocat l'assura qu'étant donné les circonstances et les preuves ADN, les tribunaux statueraient presque certainement en sa faveur. Emma s'était épanouie dans la stabilité de sa nouvelle maison. Le regard hanté qui avait assombri ses yeux s'estompait, remplacé par un éclat de curiosité et de joie. Elle avait transformé le penthouse stérile de Jonathan en une véritable maison, le remplissant d'œuvres d'art, de plantes qui prospéraient sous ses soins, et surtout, de rire. Le calendrier rigide qui avait régi la vie de Jonathan pendant des décennies était devenu plus flexible, les dîners d'affaires étant souvent remplacés par des soirées cinéma et les réunions de conseil de week-end cédant la place à des excursions dans les musées et Central Park. Tout le monde n'approuvait pas ces changements. Michael Reynolds en particulier était devenu de plus en plus vocal concernant ses préoccupations concernant la concentration divisée de Jonathan. Leur dernière confrontation avait eu lieu ce matin-là dans le bureau de Jonathan au siège de TechVision. « L'accord de Singapour nous échappe pendant que vous jouez à la maison », avait dit Michael, sa frustration évidente dans le serrement de sa mâchoire. Il y a 3 mois, vous auriez déjà été dans un avion, réglant les choses en personne. Maintenant, vous envoyez des subordonnés et faites des appels vidéo qui se terminent rapidement à 17 heures pour que vous puissiez rentrer à la maison pour le dîner. L'accord de Singapour ira bien, avait répondu Jonathan calmement. James est plus que capable de gérer les négociations. Et oui, je veux être à la maison pour le dîner avec ma fille. Ce n'est pas un crime, Michael. Votre fille, avait répété Michael, faisant des guillemets avec ses doigts. Une enfant dont vous ne saviez pas l'existence il y a quelques semaines. Une enfant dont la mère a commodément disparu, vous laissant avec une histoire réconfortante sur le fait d'être reconnecté avec votre progéniture perdue de vue. Jonathan avait ressenti une poussée de colère face à l'insinuation de Michael. N'allez pas là, Michael. Le test ADN l'a confirmé. Emma est ma fille. Et la lettre de Sarah explique pourquoi je n'ai jamais su pour elle. Et nos investisseurs conservateurs, les membres du conseil qui valorisent les structures familiales traditionnelles. Ils posent des questions, Jonathan, sur votre jugement, sur cette famille instantanée que vous avez créée, sur le fait de savoir si vos choix personnels affectent l'entreprise. Laissez-les demander, avait dit Jonathan d'un ton désinvolte. Les actions de TechVision sont en hausse de 12% ce trimestre. Notre nouvelle gamme de produits est lancée en avance sur le calendrier. L'entreprise prospère pour l'instant, avait murmuré Michael. Mais il y a des chuchotements, des concurrents qui sentent une faiblesse, des actionnaires qui remettent en question votre engagement. Et cette interview que vous avez donnée au New York Chronicle n'a pas aidé. Jonathan avait soupiré, se souvenant de l'article d'intérêt humain qui avait paru la semaine précédente.
Le journaliste s'était concentré presque exclusivement sur sa relation avec Emma, le dépeignant comme un père dévoué plutôt qu'un visionnaire de la technologie. L'article avait été repris par les médias nationaux, générant une vague d'intérêt public pour le papa milliardaire et ses retrouvailles remarquables avec sa fille. L'interview était bien, Macaulay. Elle m'a humanisé et par extension l'entreprise. Tout n'a pas à être une question de cours boursier et de part de marché. Michael avait secoué la tête avec incrédulité. Je ne vous reconnais même plus. Le Jonathan Miller que j'ai connu pendant 20 ans n'aurait jamais dit quelque chose comme ça. Peut-être avait-il raison, Jonathan réfléchit maintenant, tandis que sa voiture serpentait à travers la circulation de Midtown vers la maison. Il avait changé fondamentalement et irréversiblement. Des priorités qui avaient autrefois semblé inébranlables. La poursuite incessante de l'innovation, la domination du marché, l'accumulation de richesses, semblaient maintenant creuses comparées au sourire d'Emma quand il franchissait la porte. La voiture entra dans le garage privé sous son immeuble, et Jonathan sentit l'allègement familier de son esprit qui accompagnait maintenant son retour à la maison. Peu importe à quel point la journée avait été difficile, la connaissance qu'Emma attendait à l'étage faisait reculer tout le reste en importance. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le penthouse, cependant, il ne fut pas accueilli par le salut enthousiaste habituel d'Emma, mais par le visage préoccupé de Rachel. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-il immédiatement, posant sa mallette. « Emma va bien? »« Elle va bien, » Rachel l'assura rapidement. « Elle est dans sa chambre en train de dessiner, mais nous avons une situation. » Elle le mena à la cuisine où Sophia était en train de faire des gâteaux pour se déstresser, la farine saupoudrant sa veste de chef habituellement impeccable. « Dites-lui, Sophia. » La chef essuya ses mains sur une serviette, son expression inhabituellement grave. « Monsieur Miller. » Une femme est venue à l'immeuble aujourd'hui demandant Emma. Elle a dit qu'elle était la tante d'Emma, la sœur de sa mère. Jonathan sentit comme si le sol s'était dérobé sous lui. Emma n'a pas de tante. Sarah était enfant unique. Elle l'a dit à Emma de nombreuses fois. Rachel hocha la tête. C'est ce que Emma a dit aussi quand je lui ai demandé. Mais cette femme était très insistante. Elle a parlé au portier et montré des photographies d'elle-même avec Sarah. Elle a laissé ses coordonnées et a dit qu'elle reviendrait demain avec la preuve de sa revendication. « Quelle revendication exactement? » demanda Jonathan, ses instincts protecteurs immédiatement en alerte. « Elle veut la garde d'Emma, » dit Sophia sans détour. Elle a dit au portier qu'Emma appartient à des parents de sang, pas à un père qui ne s'est pas assez soucié de faire partie de sa vie jusqu'à maintenant. La mâchoire de Jonathan se serra. « C'est ridicule. Je n'ai jamais su qu'Emma existait. Le test ADN prouve que c'est ma fille. Nous le savons, » dit Rachel d'un ton apaisant. Mais cette femme, Vanessa Wilson est son nom, semble déterminée. Et elle avait des photographies, Jonathan, des récentes avec Sarah et Emma. Jonathan arpentait la cuisine, son esprit en ébullition. « Avez-vous parlé de cela à Emma? » Rachel secoua la tête. « Nous pensions que vous devriez décider comment gérer cela. Elle sait que quelque chose ne va pas. Elle est très perspicace, mais nous avons juste dit que nous avions des affaires d'adultes à discuter avec vous. Merci pour cela. » Jonathan passa une main dans ses cheveux, un rare geste d'agitation. « Je dois parler à mon avocat et je devrais parler à Emma. Elle pourrait savoir quelque chose sur cette femme, même si elle ne se souvient pas d'une tante. » Tandis que Rachel passait l'appel à l'avocat de Jonathan, il alla trouver Emma. Elle était dans sa chambre, qui s'était transformée d'une suite d'amis stériles en un sanctuaire d'enfants. Les murs, autrefois d'un beige neutre, étaient maintenant ornés d'œuvres d'art encadrées, certaines des propres créations d'Emma, d'autres des estampes de tableaux célèbres qu'ils avaient vues ensemble au Metropolitan Museum of Art. Une bibliothèque débordait de romans et de sciences, des livres qu'elle dévorait, et un petit bureau près de la fenêtre était couvert de fournitures artistiques. Emma leva les yeux de son dessin quand il entra, son visage s'illuminant. « Papa, tu es rentré tôt. »
Le mot papa lui donnait encore un frisson chaque fois qu'elle le disait. Pas trop tôt pour passer du temps avec ma personne préférée, répondit-il, s'asseyant sur le bord de son lit. Sur quoi travaillez-vous? Elle leva son croquis, un rendu détaillé de la ligne d'horizon de New York au coucher du soleil. Remarquablement sophistiqué pour une enfant de 10 ans. J'essaie d'obtenir les couleurs du ciel juste comme il faut. Sophia dit que c'est l'heure dorée quand tout a l'air magique. C'est magnifique, dit Jonathan honnêtement. Vous avez un vrai talent, Emma. Elle rayonna de l'éloge. Puis son expression devint plus sérieuse. Rachel et Sophia agissaient bizarrement aujourd'hui. Quelque chose est-il arrivé à votre entreprise? Est-elle en difficulté? Jonathan sourit à sa perspicacité. L'entreprise va bien, mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Il hésita, choisissant ses mots soigneusement. Vous souvenez-vous que votre mère ait jamais mentionné une sœur ou d'autres proches? Le front d'Emma se plissa de concentration. Non, maman a toujours dit que c'était juste nous. Elle m'a dit que ses parents étaient morts quand elle était jeune et qu'elle n'avait pas de frère ou sœur. Une ombre traversa son visage. Pourquoi quelqu'un a-t-il dit qu'ils étaient de notre famille? Jonathan ne vit aucune raison de la protéger de la vérité. Emma avait déjà enduré trop de déceptions dans sa jeune vie. Une femme est venue à l'immeuble aujourd'hui, prétendant être la sœur de votre mère, votre tante. Son nom est Vanessa Wilson. Ce nom signifie-t-il quelque chose pour vous? Emma secoua lentement la tête, puis s'arrêta, ses yeux s'écarquillant. Attendez, il y avait une Vanessa qui venait parfois à notre appartement. Maman n'a jamais dit qu'elle était sa sœur. Je pensais qu'elle était juste une amie du travail. Que vous souvenez-vous d'elle? Demanda Jonathan doucement. Le visage d'Emma se plissa de concentration. Elle était gentille avec moi, m'apportait parfois des cadeaux. Mais maman ne semblait pas toujours heureuse de la voir. Elles se sont disputées une fois quand elle pensait que je dormais. Maman lui a dit de rester loin d'elle et d'arrêter de causer des problèmes. Elle leva les yeux vers Jonathan, l'inquiétude assombrissant ses yeux. « Essaie-t-elle de me prendre de vous? » Le cœur de Jonathan se serra à la peur dans sa voix. « Personne ne vous prendra de moi, dit-il fermement. Vous êtes ma fille et c'est votre maison. J'ai juste besoin de comprendre qui est cette femme et ce qu'elle veut. » Emma se lança sur lui, enroulant ses bras fermement autour de son cou. « Je ne veux pas aller avec elle. Je veux rester avec vous. »« Et vous le ferez, » promit Jonathan, lui rendant son étreinte. « Je ne laisserai personne nous séparer. » Quand Emma se fut calmée, Jonathan retourna à la cuisine où Rachel terminait son appel avec son avocat. Il dit de rassembler autant d'informations que possible sur cette femme, rapporta-t-elle, et il se prépare à toute éventuelle contestation légale. Bien qu'il pense que votre dossier est extrêmement solide étant donné les résultats ADN et la lettre de Sarah. Emma se souvient d'elle, dit Jonathan d'un ton sombre, mais pas comme une tante, juste comme une amie de Sarah qui visitait occasionnellement. Elle les a entendus se disputer une fois. Sophia, qui avait écouté silencieusement tout en pétrissant la pâte avec une force inutile, prit la parole. « Je n'aime pas ça, Monsieur Miller. Cette femme apparaît juste au moment où Emma s'installe enfin heureuse. Ça ne semble pas juste. » « Je suis d'accord, dit Jonathan. C'est pourquoi je veux la rencontrer moi-même. Ne pas attendre qu'elle revienne demain, avec quelques preuves qu'elle prétend avoir. » Rachel haussa un sourcil. « Vous voulez l'affronter? » « Pas affronter, comprendre. » L'expression de Jonathan se durcit. « Je veux savoir exactement qui elle est et ce qu'elle veut avant qu'elle ne s'approche à nouveau d'Emma. » La réunion fut organisée pour ce soir-là, au bureau de l'avocat de Jonathan. Un terrain neutre qui donnait toujours à Jonathan l'avantage du territoire familial. Vanessa Wilson arriva précisément à 19h, une femme élancée d'une trentaine d'années, avec des traits vifs et des yeux calculateurs qui mirent immédiatement Jonathan en alerte. « Monsieur Miller », le salua-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comme c'est gentil à vous de prendre le temps dans votre emploi du temps chargé. »« Madame Wilson », répondit Jonathan froidement, « je crois comprendre que vous prétendez être la sœur de Sarah Anderson. » « Pas prétendre, Monsieur Miller.
Je suis la demi-sœur de Sarah. Même père, mère différente. Elle ouvrit son sac à main et sortit plusieurs photographies, les posant sur la table entre eux. Nous voici ensemble au FTH anniversaire d'Emma. Et ici, à la remise des diplômes de l'école d'infirmière de Sarah, il y a 2 ans, Jonathan examina les photos soigneusement. Elle montrait en effet Vanessa avec Sarah et Emma, semblant partager des moments heureux, mais elle ne prouvait rien d'une relation de sang. Emma n'a aucun souvenir de vous comme sa tante, dit Jonathan calmement, seulement comme une visiteuse occasionnelle avec qui Sarah se disputait. Le sourire de Vanessa se crispa. Les enfants ne comprennent pas toujours les relations adultes. Sarah et moi avions nos différences. Mais le sang est le sang, Monsieur Miller, ce qui est plus que ce que vous pouvez dire, malgré votre test ADN pratique. Ma paternité n'est pas en question, répondit Jonathan, son ton sec. Qu'espérez-vous exactement accomplir ici, Mademoiselle Wilson? Vanessa se pencha en avant, abandonnant tout semblant de chaleur. Soyons directs. Vous êtes un homme riche, Monsieur Miller. Très riche. Et maintenant, vous avez une fille que vous n'avez jamais pris la peine de chercher jusqu'à ce qu'elle ne rentre littéralement dans votre restaurant. Cela fait une histoire touchante dans la presse, mais je dois m'interroger sur vos motivations. Mes motivations, répéta Jonathan incrédule. Je suis le père d'Emma. Je veux lui offrir le foyer stable et aimant qu'elle mérite. Et je suis son seul parent vivant du côté de sa mère, rétorqua Vanessa. J'ai connu Emma toute sa vie. Où étiez-vous pendant ces 10 ans, Monsieur Miller? Ignorant son existence, dit Jonathan entre les dents. Comme vous le savez bien, si vous étiez vraiment proche de Sarah. Vanessa s'assit en arrière, l'étudiant. Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement qui profite à tout le monde. Je crois comprendre qu'Emma doit hériter d'une fiducie substantielle quand elle atteindra sa majorité. Une fiducie que vous avez récemment établie. Et voilà la vraie raison de l'apparition soudaine de Vanessa. Non pas le souci du bien-être d'Emma, mais l'argent que Jonathan avait placé en fiducie pour son avenir. Il n'y aura pas d'arrangement, dit Jonathan froidement. Emma reste avec moi. La fiducie est irrévocable et ne peut être consultée que pour son éducation jusqu'à ses 25 ans. Si vous poursuivez cette affaire, mon équipe juridique enquêtera sur chaque aspect de votre relation avec Sarah et Emma, y compris pourquoi Sarah n'a jamais mentionné avoir une sœur à sa propre fille. L'expression de Vanessa se durcit. Vous pensez que votre argent vous rend invincible, Monsieur Miller. Mais les tribunaux ont tendance à favoriser les parents de sang dans les affaires de garde, surtout lorsque le père a été absent pendant toute la vie de l'enfant. Pas quand ce père a des preuves ADN. Une lettre de la mère expliquant son absence et la preuve que l'enfant s'épanouit sous ses soins, interjeta l'avocat de Jonathan calmement. Sans compter les témoins de moralité qui peuvent témoigner de la dévotion de M. Miller envers sa fille. Vanessa ramassa ses photographies, ses mouvements vifs de colère. Ce n'est pas fini, M. Miller. Emma mérite de connaître la famille de sa mère. Si vous vous souciez vraiment d'Emma, dit Jonathan doucement, vous considérerez ce qui est le mieux pour elle. La stabilité, la sécurité, une maison où elle guérit déjà d'une perte énorme. Ne lui faites pas subir plus de traumatisme pour votre propre gain. Après le départ de Vanessa, Jonathan resta assis, ses mains jointes fermement sur la table. « Elle reviendra, » dit-il à son avocat. « Il ne s'agit pas d'Emma, il s'agit d'argent. » « Et nous serons prêts, » l'avocat l'assura. « Votre dossier est solide, Jonathan, mais nous devrions préparer Emma à la possibilité d'apparitions au tribunal, d'entretien avec des travailleurs sociaux. Cela pourrait devenir compliqué avant d'être résolu. » Jonathan hocha la tête d'un air sombre. Emma est plus forte que quiconque ne le réalise, mais elle ne devrait pas avoir à être forte tout le temps. Elle mérite la paix. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Jonathan trouva Emma qui l'attendait malgré l'heure tardive, recroquevillée sur une banquette de fenêtres surplombant les lumières de la ville. Elle paraissait petite et vulnérable face au vaste décor de Manhattan, mais son expression lorsqu'elle se tourna vers lui était résolue. « L'avez-vous rencontrée ?» demanda-t-elle sans préambule. « Vanessa, »
Jonathan s'assit à côté d'elle, hochant la tête. Oui, et je pense que vous aviez raison. Elle n'était pas aussi proche de votre mère qu'elle le prétend. Emma tripota un fil lâche sur la manche de son pyjama. Elle est venue à notre appartement après que maman soit tombée malade. Elle n'arrêtait pas de parler de paperasserie et de documents. Maman s'est vraiment fâchée et lui a dit de partir. Elle leva les yeux vers Jonathan, ses yeux sérieux. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment ma tante. Maman me l'aurait dit si elle avait une sœur. Jonathan passa son bras autour de ses épaules, la serrant contre lui. Nous allons régler cela ensemble, Emma. Mais je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, peu importe qui se présente ou quelles revendications ils font, rien ne changera le fait que vous êtes ma fille et que c'est votre maison. Emma hocha la tête contre son épaule. Je sais, papa. Nous sommes une famille maintenant. Oui, Jonathan accepta, l'embrassant sur le haut de la tête. Nous sommes une famille et les familles se protègent mutuellement. Tandis que les lumières de la ville scintillaient en contrebas, le père et la fille restèrent assis ensemble, dans un silence confortable, chacun puisant de la force dans la présence de l'autre. Les défis à venir. Les revendications de Vanessa, les éventuelles batailles juridiques, le contrôle continu des médias semblaient moins décourageants lorsqu'ils étaient affrontés ensemble. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre contre toute attente. Ils ne seraient pas séparés maintenant par quelqu'un dont le seul véritable intérêt était le gain financier. Plus tard, après qu'Emma soit finalement allée se coucher, Jonathan se tint seul sur la terrasse, levant les yeux vers les étoiles à peine visibles à travers la pollution lumineuse de Manhattan. Quelque part là-haut, il aimait à penser, Sarah veillait sur leur fille, guidant peut-être même la remarquable série d'événements qui avait amené Emma à sa table cette nuit-là chez Liel. « Je prendrai soin d'elle », murmura-t-il au ciel nocturne. « Je le promets. » Et quelque part dans le vaste univers, il sembla que quelqu'un l'avait entendu. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'entrée inattendue d'Emma dans la vie de Jonathan, les transformant tous deux d'une manière qu'aucun n'aurait pu imaginer. Le penthouse de Manhattan, autrefois une vitrine de luxe impersonnel, vibrait maintenant de vie. Les œuvres d'art d'Emma ornaient les murs. Les plantes fleurissaient sous ses soins, et les sons de rire résonnaient régulièrement dans des pièces qui n'avaient connu que le silence auparavant. La bataille juridique avec Vanessa Wilson avait été brève mais intense. Les avocats de Jonathan avaient méthodiquement démantelé ses revendications, prouvant par des registres et des témoins qu'elle n'était pas la demi-sœur de Sarah, mais une ancienne collègue qui avait vu une opportunité de gain financier. Le coup final à son dossier était venu lorsque l'ancienne voisine d'Emma avait témoigné que Vanessa était apparue dans leur vie seulement après la maladie de Sarah, montrant un intérêt inhabituel pour les papiers et les biens de Sarah. Au final, le juge n'avait pas seulement rejeté la demande de garde de Vanessa, mais avait accordé à Jonathan la garde exclusive permanente d'Emma, le reconnaissant officiellement comme son père biologique, avec tous les droits et responsabilités associés. La salle d'audience avait éclaté en applaudissements lorsque la décision fut annoncée, une réponse inhabituelle qui reflétait à quel point l'histoire du père et de la fille avait captivé l'imagination du public. Maintenant, par une fraîche soirée d'octobre, Jonathan se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle multimédia du penthouse, observant tranquillement Emma tandis qu'elle se préparait pour une occasion mémorable. Ce soir, TechVision accueillait une délégation internationale d'investisseurs au penthouse. La première fois que Jonathan avait mêlé ses vies professionnelles et personnelles aussi complètement. Emma était assise en tailleur sur le sol, entourée de ses fournitures d'art, dessinant méticuleusement des marque-places pour chaque invité. Chaque carte comportait une illustration personnalisée basée sur le pays d'origine des invités, des fleurs de cerisier pour les investisseurs japonais, une tour Eiffel stylisée pour la délégation française, l'Opéra de Sydney pour les Australiens. « C'est remarquable », dit Jonathan, entrant dans la pièce. «
Les invités seront impressionnés. Emma leva les yeux avec un sourire qui avait encore le pouvoir de faire fondre son cœur. Pensez-vous qu'ils aimeront? Je voulais qu'ils se sentent spéciaux, comme s'ils avaient un morceau de chez eux ici. Ils les aimeront, l'assura-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur le sol, quelque chose que l'ancien Jonathan Miller n'aurait jamais fait en costume sur mesure. Vous avez un don pour que les gens se sentent bienvenus. Emma rayonna de l'éloge, ajoutant soigneusement les derniers détails à la dernière carte. Sophia m'a appris cela. Elle dit que la nourriture et l'art sont des langages que tout le monde comprend peu importe d'où ils viennent. Sophia était devenue un élément permanent de leur foyer, passant de chef occasionnel à directrice culinaire à plein temps et de plus en plus une figure maternelle pour Emma. Son approche chaleureuse et pragmatique complétait le style parental plus réservé de Jonathan, créant un équilibre qui semblait fonctionner parfaitement pour leur famille non conventionnelle. En parlant de Sophia, dit Jonathan, vérifiant sa montre, elle devrait bientôt finir la préparation. Les invités arriveront dans 1 heure. Êtes-vous nerveuse? Emma considéra la question sérieusement. Un peu, mais surtout excitée. C'est important pour votre entreprise, n'est-ce pas? Oui, Jonathan reconnut. Ces investisseurs pourraient aider TechVision à s'étendre sur de nouveaux marchés en Asie et en Europe. Mais encore plus important que cela, il lui tapota doucement le nez, c'est qu'ils pourront rencontrer ma brillante fille. Emma gloussa, puis devint plus sérieuse. Monsieur Reynolds vient-il ce soir? Il ne m'aime pas beaucoup. Jonathan soupira. Sa relation avec Michael avait été tendue depuis l'arrivée d'Emma, culminant en une confrontation houleuse après l'audience de garde. Michael avait accusé Jonathan de privilégier les indulgences personnelles aux intérêts de l'entreprise, une déclaration qui aurait enragé l'ancien Jonathan. Au lieu de cela, elle avait simplement clarifié ce qu'il savait déjà. Ses priorités avaient fondamentalement changé, et tout le monde dans son cercle professionnel ne comprendrait ni